Bonjour à tous, bon après-midi. Ce que nous avons en fait pour vous aujourd'hui, ce sont des points forts de comment One Identity comprend les opportunités autour de ces nouvelles technologies, autour de l'IA et machine learning, et comment on les utilise dans l'IAM d'une manière générale, dans l'Identity and Access Management, comment on permet de gérer et de mettre en place ces solutions afin d'améliorer notre axe sur l'IAM. Le but en fait de cette présentation, ce n'est pas de donner peut-être un point de vue, mais de vous laisser décider par vous-même est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il est judicieux de mettre en place de l'IA selon le contexte et selon les problématiques qu'on va avoir dans la gestion d'identité. Donc aujourd'hui, je suis accompagné par Eric Parietti et moi-même Hicham Bouali. Nous faisons partie de l'équipe avant-vente de One Identity et on intervient donc principalement sur les problématiques de gestion d'identité. Et nous sommes très contents de parler de l'IA qui est, je pense, le sujet phare de cette édition du FIC. Allez, en termes d'agenda, donc je pense qu'il y a eu un petit souci d'organisation. On pensait qu'on allait avoir 35 minutes, mais on va écourter cela une vingtaine de minutes. Donc peut-être on va condenser un peu le contenu pour justement respecter le nouvel horaire qui nous a été donné. On va donc parler des basiques de l'intelligence artificielle, le rôle de l'IA d'une manière générale dans la cybersécurité et donc dans la gestion d'identité et des accès. On va vous présenter donc la plateforme unifiée de One Identity et comment les différents produits s'interfacent et interviennent ensemble. Et puis on va donc vous donner des cas d'usage, des cas pratiques et l'application de ces technologies de l'IA dans le monde de l'IAM avec des conclusions donc à la fin en fond. Donc un peu d'historique, hein. Je pense que l'IA a un certain sens, a une certaine signification. Je ne sais pas si nous comprenons réellement le sens de l'IA. Peut-être qu'il y a une compréhension qui est différente. Mais d'une manière générale, l'intelligence artificielle a été créée donc, dans les années 50. Le but primaire à la base, c'était de reproduire ce que l'humain était capable de réaliser et peut-être l'améliorer. Dans cette époque, entre les 50 et 60, le but principal était de détecter les objets, notamment pour les robots, afin de naviguer, par exemple, dans une pièce, et comment éviter justement ces objets. Dans la même décennie, le principal objectif de l'intelligence artificielle était de faire de la traduction. Donc c'était du russe vers l'anglais, mais je pense que c'était pour des raisons bien particulières. Nous allons retrouver le machine learning. Donc ça, c'est les data scientists qui ont justement développé ces méthodes, ces technologies, notamment avec l'apprentissage de la donnée. L'idée principale, c'est d'apprendre de la donnée, c'est voir comment les anciens algorithmes, on peut les adapter en fonction des données qui sont introduites. Un exemple, hein, aujourd'hui, on voudrait par exemple estimer ou prédire le prix d'une maison en fonction de plusieurs paramètres, du code postal, en fonction de la maison, si elle a un jardin, si elle n'a pas de jardin, des places de parking, peut-être du taux d'intérêt économique. Et si on va essayer de penser à un programme de le faire, c'est quelque chose qui va être assez compliqué. On va se retrouver avec des tables différentes, avec des données, on va essayer de les croiser. Donc aujourd'hui, on va avoir des modèles où l'on va leur injecter des données, ils vont nous donner des prédictions, des prix par exemple d'une certaine maison. Deep Learning, donc là on va parler principalement des réseaux de neurones. Ce sont des technologies assez puissantes. Deep Learning, ce n'est pas une connaissance profonde. Donc pour le terme deep, c'est juste on va utiliser 2 couches par exemple dans les réseaux de neurones ou plus, et qui permet de donner donc des résultats assez importants. La star du moment, donc les Generative AI et les Transformers Model par exemple, donc ce sont des modèles, des méthodes qui permettent plus dans la génération du langage, dans la génération des images et des vidéos. Et tout cela se base sur de la data science, donc des informations, des données qu'on va récupérer pour alimenter l'ensemble de ces méthodes qu'on voit. Un autre exemple qu'on va citer aujourd'hui sur l'apprentissage de la donnée. Donc ici, on va avoir des modèles qui vont
déterminer des catégories d'images. Donc, on va en entrée donner des images, par exemple, et l'idée, c'est de les classifier, de les catégoriser en fonction d'un certain paramètre, d'un certain point. Voilà, un chat, un chien, un avion, par exemple. On va mettre en place donc ce modèle qui va avoir une certaine profondeur et certains paramètres qu'on va regarder. Les développeurs donc, vont pouvoir mettre en place des programmes et je vais avoir donc des résultats. Donc, je vais avoir des possibilités de catégoriser justement mes images avec une valeur accuracy, avec une valeur précise. Voilà. Donc, avec une certaine précision, merci. Donc, avec une certaine précision. Maintenant, ces modèles vont se baser sur des paramètres. Le plus important dans la notion, ce sont des paramètres qu'on va avoir en place. Je voudrais améliorer justement mon résultat. Je voudrais avoir une précision un peu plus importante. Dans ce cas-là, je vais augmenter le nombre de paramètres dans mon modèle qui a été mis en place. À titre d'exemple, dans le test qu'on avait fait, donc Eric et moi, l'idée c'était d'appliquer 3/4 d'un million de paramètres. Dans les ChatGPT, la star du moment, on est à 2000 milliards de paramètres qui sont en place. Donc, pour plus avoir un meilleur résultat, on a recours à avoir des paramètres supplémentaires. Donc ici, dans l'exemple, on va avoir plusieurs photos, on va avoir plusieurs images en entrée. On va demander à ces modèles de catégoriser ces images. Très bien, donc c'est un modèle qui connaît déjà, c'est des images qu'il a déjà pratiquées, qu'il a déjà apprises. Donc tout se passe bien, tout est bon. Maintenant, qu'en est-il pour une image qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais utilisé par le passé? Il ne va pas dire dans le modèle, est-ce que c'est Eric, le pre-sales de One Identity? Non, c'est faux. Donc il va tout simplement assigner Eric à une autre catégorie. Dans le cas, c'est Airplane. Peut-être c'est par rapport à ses lunettes. Il a reconnu ça comme étant des roues, par exemple, d'un avion ou d'une moto, par exemple. Pourquoi je montre ça? C'est tout simplement pour dire qu'on peut pousser justement les limites de l'intelligence artificielle et on va avoir quelques lacunes derrière qu'il faudrait considérer aujourd'hui comme on est professionnel aussi de cybersécurité. Si je vais aller vers un autre exemple, on est dans une authentification par visuel, donc une authentification faciale. Des chercheurs justement qui ont mené cette recherche ont tout simplement ajouté du bruit à une image existante où l'on va passer de Robert vers Chris d'une manière complètement invisible à l'œil uni. Donc ce sont des bruits qu'on a ajoutés, qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas voir, et on arrive à contourner le système pour avoir des impacts derrière. Mon meilleur exemple, c'est aussi de cette personne qui a mis un t-shirt bizarre avec plein de couleurs. Il a réussi à tromper un système de surveillance, tout simplement grâce aux couleurs qui sont mentionnées dans son t-shirt. On voit 3 images différentes. On peut reconnaître donc des personnes, des voitures, des sacs à dos, mais pas la personne en question. Donc on a esquivé un système de surveillance derrière qui n'a pas justement détecté l'humain. L'exemple qui me fait le plus peur, c'est un modèle de la conduite autonome de chez Tesla. Donc des chercheurs ont tout simplement joué sur les nuances, joué sur l'éclairage pour tromper le système et dire que ce n'est pas un stop, un signe de stop, c'est plutôt une plaque de limitation de vitesse où on va tout simplement afficher au système que c'est 60 km/h. Et là, on va aussi tromper notre système. D'autres personnes, dans le même exemple, ont tout simplement mis des stickers sur les signes et on arrive quand même à facilement tromper le système. Pourquoi je cite justement tous ces lacunes? Pour comprendre au final, est-ce que l'IA, c'est pas juste parce que c'est un buzzword, c'est pas juste parce que c'est à la mode, que ça doit correspondre à notre problématique de cybersécurité et notre problématique de l'IAM. Sans m'attarder beaucoup sur le rôle de l'IA dans la cybersécurité, donc principalement on est dans la détection des menaces, on est dans l'exécution, la réponse aux menaces qui existent, et donc donner beaucoup plus d'informations pour que nos systèmes soient beaucoup plus sécurisés et beaucoup plus autonomes. En termes d'application, donc on va le retrouver principalement dans la détection d'attaques, la détection et la prédiction des différentes menaces, la lecture et l'apprentissage des différents événements de sécurité, l'analyse comportementale d'une identité, d'une personne, peut-être d'une machine qui va être renforcée justement par l'IA et les réponses automatiques qu'on va mettre en place.
Maintenant, comment One Identity pense justement à mettre en place ce genre de modèle, ce genre d'information. Je laisse Eric donc présenter un peu ce que One Identity fait d'une manière générale, et on va par la suite attaquer le champ d'application de l'IA dans les différents secteurs dans lesquels on œuvre. Aujourd'hui, One Identity propose en fait un ensemble de solutions dont le cœur est associé à l'identité utilisateur, puisque en fait, on s'est rendu compte que la gestion par silo de ces différents segments de solutions eh bien, ne pourra pas être utilisable très longtemps sans mettre l'utilisateur au cœur, en fait, au cœur du besoin. Encore faut-il savoir ce que One Identity propose comme type de solution, à savoir eh bien, une solution qui s'appelle One Identity Manager pour toute la partie gouvernance des identités, une partie Access Management avec son offre One Login pour toute la partie SSO, MFA, accès à des applications, toute la partie gestion des comptes à privilèges et toute la partie de gestion des utilisateurs, des outils et des délégations au sein de la solution Active Roles qui va gérer l'Active Directory. Le fait de mettre l'utilisateur au milieu du croisement de ces différents types de solutions va permettre, et la roue en fait des solutions One Identity, eh bien, s'appuie sur la mise en place de passerelles de fonctionnalités entre ces différents segments d'application. Et on va détailler un petit peu plus loin quelles sont en fait les interactions de la solution One Identity Platform. Et les interactions qu'on va avoir également avec l'IA ou le machine learning dans ces solutions. Donc effectivement, on a les 4 segments de solutions. On a dit que les solutions dialoguaient entre elles, par exemple entre l'outil de gouvernance des identités et la partie de gestion des comptes à privilèges, où on va être capable de faire en sorte que l'outil de gouvernance des identités va être à l'écoute d'événements qui se sont produits dans le PAM pour déclencher en fait l'inclusion automatique pendant la session à privilège eh bien, d'un compte à privilège dans un groupe d'administration qui va bien uniquement pendant la session, mais également dans le sens inverse, où la partie gouvernance des identités est capable de faire de la création de comptes dans le PAM, de la visualisation de toutes les règles existantes dans le PAM et de pouvoir associer ça à des groupes d'utilisateurs, à des users et faire l'ensemble du reporting également, comme dans tous les autres segments de la partie gouvernance, mais également en incluant toutes les fonctionnalités du PAM, le reporting, les campagnes de recertification, etc. On va avoir également, entre la partie Privilege Access Management et la partie gestion de l'Active Directory, le dialogue entre les deux types de solutions qu'on a ici. Donc, juste pour revenir un petit peu en arrière sur la partie interaction entre la partie gouvernance et la partie Privilege Access Management, comme vous le voyez en haut à droite de la slide, c'est ce qu'on appelle le PAG, le Privilege Access Governance, qui fait la liaison en fait entre les deux solutions. De la même manière, entre l'outil de gestion de l'AD et le PAM, on va mettre en place des fonctions évoluées de just-in-time access provisioning en incluant les notions de groupe dynamique de ces comptes à privilèges dans des groupes pendant la durée de la session. Et on va avoir également, entre toute la partie gouvernance des identités et toute la partie access management, tout le contrôle en fait de l'accès à ces applications, de la surveillance en fait avec le behavior driven governance pour voir qui accède à des applications, quand, en quel moment et de quelle manière ils font cet accès. Et on va pouvoir déclencher derrière des actions associées. On est obligé d'aller un peu vite parce qu'une présentation de 15 minutes de 35 minutes en 15 minutes, forcément, il faut faire des coupes franches. Donc, on va directement au use case en fait, de ces différentes applications qui correspondent eh bien, au segment de solution de One Identity pour lequel des fonctionnalités d'intelligence artificielle et de machine learning sont intégrées dans les process. On va avoir par exemple pour toute la partie access management, où lorsqu'un utilisateur désire accéder à une application, dans le mécanisme de prise en charge du SSO et du contrôle de l'authentification,
eh bien, on va avoir à la source des données que va référencer le système pour voir d'où vient l'utilisateur, qui est l'utilisateur, quelles sont ses cibles, quand est-ce qu'il se connecte, etc. Donc, tout un tas de critères qui vont être analysés par un outil d'intelligence artificielle qui va tout au long, que ce soit sur la phase d'authentification de départ ou tout au long de la session, il va continuer à catégoriser et analyser en fait la posture de risque de cette session et va décider à tout moment sur, au départ, une phase d'authentification par exemple, eh bien, si l'accès est bloqué pour différentes raisons provenant en fait des sources que l'AI a analysées, ou alors d'accéder à la validation de l'authentification en mettant en place une ou plusieurs authentifications de manière dynamique associée à la position, au risque scoring de ce type de connexion. Et donc, tout au long de la session, si à un moment cette posture de risque eh bien, augmente en termes de risque, il est capable de couper la session ou il est capable de déclencher eh bien, une autre, je sais pas moi, une autre méthode d'authentification ou déclencher un MFA parce que eh bien, on estime que la session devient à risque. De la même manière, dans toute la partie gestion des comptes à privilèges, eh bien, il va y avoir la création en fait, de rôles d'utilisateurs. On va créer des profils basés sur toutes les métadonnées qui sont échangées pendant les sessions à privilèges et on va être capable de déterminer un risque scoring de la session, de générer des alarmes vers des SIEM, accéder à des commandes de blocage ou ce genre de choses et faire une prédiction avec les probabilités de connexion vers tel type de système, tel type de protocole, ce genre de choses. Voilà, ça tu peux passer. Et pour finir... Oui, donc sur l'identity governance d'une manière générale, ici ce qu'on voit dans le slide, c'est une demande qui a été faite par un utilisateur lambda et son approbateur va recevoir l'information d'approuver ou de refuser la demande. Là, on a implémenté ces modèles et ces méthodes dont on parlait, c'est dans la recommandation de cette approbation. Est-ce qu'on recommande positivement ou négativement d'approuver ou de refuser la demande qui a été faite par l'utilisateur? Donc si j'ai une question à poser, est-ce que vous pensez qu'on utilise de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est du machine learning? La réponse est non, ce sont des données, ce sont de la data science en quelque sorte, ce sont des statistiques, des probabilités, ce sont de l'analytics qu'on a mis en place, ce sont des queries tout simplement SQL pour justement donner une réponse à une demande qui a été faite. Pourquoi je montre cela dans un sujet où l'on parle de l'IA? Parce que même nous, autant qu'éditeurs, on est aussi pragmatique sur l'utilisation de l'IA. Vous allez voir des développeurs, des entreprises qui font principalement de l'IA, vous allez leur demander de faire quelque chose pour vous qu'on peut réaliser simplement avec des statistiques, simplement avec des requêtes SQL. Je pense qu'ils vont vous dire, désolé, on a beaucoup plus de problèmes importants à réaliser que de faire quelque chose qui peut être facilement réalisé à travers des statistiques ou des données SQL. Donc là, on va prendre quelques paramètres sur la recommandation. On peut considérer des violations de séparation de tâches dans une politique de sécurité. On peut prendre en compte donc ici la notion de mes collaborateurs. Est-ce qu'ils ont eu les mêmes accès? Donc on peut recommander ou pas l'approbation de cette demande. Par contre, dans d'autres aspects dans la JA, par exemple de le role mining, on a réellement du machine learning ici dans ce cas-là, où l'on va suggérer un modèle de rôle en fonction des habilitations qui sont attribuées à travers les différents systèmes. La même chose donc pour la création des rôles. Donc on utilise aussi des modules de machine learning pour suggérer la création justement des différents rôles au sein de mon organisation. Et donc pour finir et en termes de conclusion, je dirais que bien sûr l'identité devrait être au centre de notre politique et approche de cybersécurité. Bien sûr qu'il faut avoir de l'intelligence de l'identité qui est importante pour notre résilience cybersécurité. Et à la fin, je dirais qu'il faut être réaliste quant à l'IA, il faut être pragmatique dans un sens. Donc il faut pas se dire oui, est-ce que je dois utiliser l'IA, mais qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous? Ce n'est pas la peine de considérer justement de l'IA si on n'a pas un besoin. Si on ne peut pas facilement formuler une phrase qui explique ce que l'IA doit faire pour nous, c'est que probablement c'est assez compliqué de le mettre en place dans des solutions d'IA. Merci de votre attention.